Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour, merci de nous rejoindre sur Radio et Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, on reçoit un candidat à la présidence. Il s'agit du professeur Dr Sauveur Pierre-Étienne de l'OPL, l'Organisation du Peuple en Lutte. Docteur Pierre-Étienne, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges-Alain, et j'en profite pour saluer les auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Sauveur Pierre-Étienne, tout d'abord, au nom de la télé, de la radio, on félicite l'OPL qui est peut-être le seul parti politique qui a le mérite d'avoir divulgué un programme que vous appelez programme et stratégie de refondation de l'État-nation. Et puis ensuite, vous êtes le seul candidat à la présidence qu'on a reçu sur ce plateau, qu'on reçoit sur ce plateau, qui est venu avec un programme quinquennal 2016-2021. C'est un programme qui s'ouvre sur la responsabilité de l'État, votre programme quinquennal 2016-2021. Ça parle de l'État et les services citoyens. Donnez-nous un peu les grandes lignes de ce programme. Donc, comme cela se fait dans les pays modernes, démocratiques, l'OPL est le seul parti à avoir réalisé pour la première fois dans l'histoire politique de ce pays l'élection primaire présidentielle. Donc, en tant que parti moderne, nous avons présenté notre vision stratégique, notre projet de société intitulé Programme et stratégie de refondation de l'État-nation. Et nous avons fait un diagnostic pour montrer la complexité et les complications de la situation du pays. Et nous avons posé une question, après avoir réalisé le diagnostic, que faire? Et nous avons répondu à cette question. Il faut refonder l'État-nation. Et on va devoir travailler ensemble en vue de récupérer notre dignité, de recouvrer notre souveraineté et mettre en branle une dynamique de développement économique et social. Ensuite, et comme cela se fait en général, et de manière scientifique, nous avons posé une seconde question. Comment le faire? Et nous avons répondu à cette question. Eh bien, il faut moderniser le système politique, le système économique et le système social. Et en fonction de la devise de l'OPL, sécurité, éducation, travail, donc nous avons élaboré notre programme 2016, programme quinquennal 2016-2021, autour de ces trois axes. Il faut mettre l'État au service des citoyens. L'État défaillant, fragile, dont dispose le pays maintenant, est un État qui est au service de son chef, le président de la République, et des membres de sa famille. Nous parlons de népotisme et de ses amis, nous parlons de copinage. Eh bien maintenant, comment travailler à l'émergence d'un État moderne en Haïti, un État qui soit au service des citoyennes et des citoyens, comme cela se passe dans les pays démocratiques, c'est-à-dire un État capable de garantir un environnement sécuritaire, un État capable de créer le cadre légal nécessaire en vue de garantir la protection juridique aux investisseurs nationaux et internationaux, un État capable de résoudre le problème du cadastre en Haïti, qui est propriétaire de Croix, et un État capable de mettre en place les infrastructures nécessaires afin de pouvoir orienter les investissements directs étrangers et les investissements nationaux vers des secteurs porteurs tels l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, l'industrie touristique et l'industrie de la construction. Un État capable, grâce à une administration publique moderne et efficace, est capable d'extraire des ressources de la société pour les affecter au paiement de ses serviteurs, de ses fonctionnaires, et en vue de garantir également, de fournir à la population les services sociaux de base, et de manière à pouvoir bénéficier d'une très grande légitimité. Donc, ce n'est pas l'État qui va développer le pays,
mais c'est l'État qui va créer les conditions nécessaires en vue d'établir un partenariat public-privé, PPP, et de faciliter la mise en branle du processus de sauvetage national. Parce que l'échec est collectif, eh bien, le sauvetage national sera également collectif. Donc, ça va être une entreprise collective de sauvetage national avec la participation de toutes et de tous. Vous dites que l'échec est collectif, mais chacun a sa part de responsabilité. Quelle est la part de responsabilité de l'État et celle des citoyens? Bon, je parlerai de préférence de l'échec des élites de ce pays, élites politiques, économiques, sociales, artistiques, intellectuelles et culturelles. Donc, en général, on a tendance à faire porter la responsabilité de l'échec cuisant de notre pays aux masses rurales et urbaines. Les gens sont illettrés, analphabètes, mais non. Eh bien, tous les pays du monde ont eu à faire face à des situations difficiles. Et chaque fois que de telles situations se présentent, il revient aux élites nationales eh bien, de se hisser à la hauteur des exigences de l'heure. Et l'heure est grave, donc nous avons rendez-vous avec l'histoire en 2015. Eh bien, le peuple haïtien, notamment les jeunes, qui représentent 67% de la population, mais 70% de l'électorat, les jeunes vont devoir faire un choix. Et continuer à traverser la frontière, se rendre en République dominicaine pour aller travailler dans l'agriculture, dans la construction, pour aller étudier, et prendre la mer, et pour aller essuyer et subir l'humiliation totale, que ce soit du côté des îles Turks and Caicos, des îles des Bahamas, ou bien choisir, accepter l'offre politique sérieuse de l'OPL, la seule capable de mettre en branle une dynamique de développement économique et social permettant aux jeunes de rester chez eux pour travailler dans l'agriculture, dans la construction, pour étudier et pour avoir accès au marché du travail. Nous avons présenté ces deux documents aux citoyennes et aux citoyens, aux partis politiques, aux organisations de la société civile, aux Haïtiennes et aux Haïtiens, tant de l'intérieur que de la diaspora, depuis le mois de juin. Jusqu'à présent, à ma connaissance, aucun parti n'a essayé de présenter un quelconque document, une quelconque vision, un quelconque plan. Donc, c'est un peu déconcertant, mais étant donné que maintenant, l'OPL se présente en tant qu'alternative viable, donc le peuple a rendez-vous avec l'histoire et l'OPL a rendez-vous avec l'histoire. Alors, Sauveur Pierre-Étienne, aujourd'hui, candidat à la présidence. Pour vous, quelle est la première priorité en 2015? Sur quel domaine agir aujourd'hui pour atteindre, ou encore pour tenter d'atteindre, le développement durable dont nous parlons souvent? Oh, la priorité des priorités. Bon, pour nous autres de l'OPL, il y en a 3. Mais la priorité des priorités reste la mise en branle du processus de normalisation institutionnelle. Parce que notre devise, c'est sécurité, éducation, travail. Même si nous parlons de développement économique et social, de démocratie, on n'a jamais vu le développement économique et social et la démocratie émerger en dehors d'un cadre étatique. Donc, il faut refonder l'État-nation, il faut reconstituer et renforcer les appareils répressifs et administratifs de l'État. Et cet État, détenant le double monopole de la violence physique légitime et de la fiscalité, eh bien, devra accompagner les élites en vue de créer cette dynamique de développement économique et social. Partenariat public-privé. L'État va créer les conditions nécessaires aux investissements nationaux et aux investissements directs étrangers. En dehors de l'État, il n'y a pas d'avenir. L'État d'abord, l'État avant tout, mais cet État doit disposer d'une base économique solide et d'une base sociopolitique robuste. Donc, arrivé au pouvoir, si l'on comprend, vous allez responsabiliser l'État. Arrivé au pouvoir, le jour même de mon investiture. Une véritable réforme administrative. Oui, réforme de l'État, réforme administrative, réforme de la justice, réforme législative, parce que tout le monde décide de moderniser le système politique, le système économique et le système social. Mais quand vous demandez à quelqu'un comment est-ce que vous allez le faire, en général, la personne ignore que cela se fait dans un cadre légal. Donc, l'OPL au pouvoir va soumettre 31 projets de loi
au Parlement et le vote de ces projets de loi garantira la mise en branle du processus de normalisation institutionnelle devant faciliter la modernisation du système politique, la modernisation du système social, et du système économique et du système social. Qui dit cadre légal dit Parlement. Est-ce que déjà l'OPL a une majorité de candidats prêts à gagner les élections au niveau des législatives pour pouvoir véritablement voter ces propositions de loi? Non, Sauveur Pierre-Étienne, président de la République, le 7 février de 2016, eh bien, ça va être la rupture. La rupture, le jour même de mon investiture, dans mon discours d'investiture, je vais prendre des décisions eh bien, qui vont permettre de rectifier le cours des événements. Je vais créer, premièrement, le Conseil national de sécurité, relevant directement du président de la République, comme cela se fait aux États-Unis, en France, etc. Et c'est prévu dans la Constitution haïtienne? Oui, il va falloir garantir la sécurité de toutes et de tous, y compris des étrangers vivant sur notre sol. Je vais créer également le Conseil et la Commission nationale de refondation du système éducatif haïtien. On va poser la question suivante: quelle école pour quelle société? L'éducation constitue un investissement eh bien, qui doit être à la fois massif et sérieux. Et on va créer, et aussi, le président de la République va créer l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, sécurité, éducation, travail. Mais, il faut le dire, je vais convoquer les États généraux de la nation, la conférence nationale, parce que la communauté internationale est préoccupée par cette histoire d'organisation d'élections tous les 2 ans, etc. Non, je vais régler ce problème. On va le résoudre. Comment? Eh bien, on va convoquer les États généraux de la nation, ou la conférence nationale, comme on voudra, et le Parlement, et un groupe, la commission en question, et des personnalités de la société civile, des représentants des 10 départements géographiques du pays et de la diaspora vont devoir plancher sur l'élaboration d'une nouvelle constitution. Les 10 sénateurs qui sont en fonction maintenant, eh bien, ils vont rester jusqu'en 2020. Donc, sous ma présidence, il y aura des élections générales en 2020. Donc, les ASEC, les CASEC, les délégués de ville, les maires, les députés, les sénateurs vont rester en fonction pendant 5 ans. Et pendant ce temps, on va créer le Conseil national de l'audiovisuel, éducation civique, et les élections vont devenir ce qu'elles devraient être. C'est-à-dire, quand on parle d'élection, c'est un acte de souveraineté nationale, un acte de souveraineté populaire, éducation civique des citoyens. On va mobiliser les fonctionnaires de l'administration publique, les professeurs, les étudiants, les jeunes d'une façon générale, parce que quand nous parlons de souveraineté nationale, nous voyons, et nous le voyons seulement uniquement, nous voyons la souveraineté nationale uniquement sous un angle politique. Or, la souveraineté nationale, la souveraineté n'est pas seulement politique, elle est aussi économique. Qui finance, commande. Donc, on va proclamer une amnistie générale pour ceux qui ont volé depuis des dizaines d'années. Amnistie générale? Oui. C'est-à-dire il va y avoir une commission d'enquête, devoir de mémoire, etc., des trucs de ce genre. Mais, Sauveur Pierre-Étienne, président de la République, on ne va entamer aucune poursuite judiciaire contre ceux qui sont accusés, à tort ou à raison, d'avoir pillé les caisses de l'État. Mais à partir du 7 février 2016, il faut dire que ça va être l'an 0 et on va rompre définitivement avec la corruption et la contrebande. On va réduire considérablement la violence sur toute l'étendue du territoire national et Haïti va devenir un État moderne. Donc on dirait que ça s'apparente à un véritable oubli du passé, professeur. Non, il ne s'agit pas d'oublier. Pourquoi cela dure déjà plus de 30 ans, près de 30 ans, depuis la chute de la dictature des Duvalier, on n'a jamais su gérer la transition. Maintenant, on va devoir élaborer un pacte. Le pacte, nous parlons de réconciliation nationale, etc., des trucs de ce genre. Mais on a tendance
on a une vision passéiste. On regarde toujours l'arrière, alors que maintenant, il faut trouver un compromis historique, un consensus national pour dire on ne va pas tout oublier, mais on va devoir apprendre à pardonner. Et le pardon est chrétien. Donc vous voyez le numéro de l'OPL, 33, l'âge du Christ, etc., des trucs de ce genre. On va devoir apprendre à pardonner, sans oublier. Et parce que quand nous parlons de la nécessité de travailler ensemble en vue de récupérer notre dignité, de recouvrer notre souveraineté et de refonder l'État-nation, on va devoir dialoguer. Dialoguer surtout avec ceux avec lesquels on n'est pas nécessairement d'accord, en vue de dégager cette vision partagée de l'avenir du pays, parce que la modernisation d'Haïti va être une entreprise collective, une entreprise nationale. Vous ne pouvez pas demander à des gens de venir travailler avec vous et en même temps vous organiser la chasse aux sorcières. Non. Là, on va devoir pardonner et on va dire maintenant, il y a beaucoup de choses qui nous divisent. Mais ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit, en fait, c'est Haïti, notre patrie, notre pays. Eh bien, on va devoir travailler ensemble afin de pouvoir récupérer notre dignité, recouvrer notre souveraineté, mais faire en sorte que les jeunes, qui représentent 65 ou 67% de la population, que les jeunes puissent rester chez eux pour travailler, pour faire étudier développer le pays. Et construire leur carrière. Parce que quand on est professeur et qu'on gagne 6 000 gourdes le mois, est-ce qu'on va devoir envoyer ses enfants à l'école? Et si le professeur n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école, est-ce que ses enfants vont pouvoir devenir professeurs comme lui? Et si le policier qui gagne 15 000 gourdes, 20 000 gourdes le mois, et si le policier n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école, or, pour devenir policier, il faut terminer ses études secondaires, etc. Et si le policier n'envoie pas ses enfants à l'école, ses enfants ne vont pas pouvoir devenir policiers, policières. Et il en va de même pour le médecin, pour l'ingénieur, pour l'agronome. Même dans une perspective très conservatrice, on n'arrivera pas à reproduire le schéma social existant. Donc Haïti est une catastrophe qui végète. Il faut accepter tous les sacrifices nécessaires en vue de pouvoir rectifier le cours des événements. Voilà, vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Sauveur Pierre-Etienne, candidat à la présidence sous la bannière de l'OPL, l'Organisation du Peuple en Lutte. On observe la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Il y a plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Sauveur Pierre-Etienne, candidat à la présidence. Docteur, venons-en maintenant à un sujet d'actualité, le rapatriement des Haïtiens en situation migratoire irrégulière en République dominicaine. Sauveur Pierre-Etienne, arrivé au pouvoir en 2016, comment vous allez approcher cette question, cette diplomatie? Oh, ce n'est même pas un problème. C'est très simple. Bon, j'ai eu l'opportunité de travailler sur Haïti, la République dominicaine et Cuba pendant 5 ans. J'ai même publié un bouquin qui s'intitule Haïti, la République dominicaine et Cuba, État, économie et société 1492-2009. Donc, on est en diplomatie, politique étrangère, deux pays qui se partagent une même île. Eh bien, on ne va pas pouvoir déplacer la République dominicaine au Haïti, il faut vivre avec. Eh bien, la République dominicaine dispose d'un levier puissant. La présence de plus de 200 000 Haïtiens en situation irrégulière chez eux. Eh bien, les Dominicains peuvent toujours décider,
en tant qu'État souverain, de déporter massivement les Haïtiennes et les Haïtiens vivant de l'autre côté de la frontière. Mais nous disposons également d'un levier tout aussi puissant. Nous importons de la République dominicaine pour environ 2 milliards de dollars par année. Eh bien, si vous décidez de déporter massivement les Haïtiennes et les Haïtiens vivant en situation irrégulière chez vous, moi, je peux décider de taxer massivement les produits importés et de la République dominicaine. À partir de ce moment, je crée une situation de crise. Crise, dialogue, négociation. Donc, on négocie. On négocie un moratoire, je ne sais pas, sur 10 ans, et tout bien ce genre. Et moi, j'augmente de manière proportionnelle les taxes. Et en même temps, j'investis beaucoup dans l'agriculture. Hein. Ce qui est important quand nous parlons d'agriculture, c'est le sol. Nous disposons de terres très fertiles au niveau du plateau central de l'Artibonite, le nord-est, le nord, le nord-ouest. Eh bien, le sol qui est déjà disponible et la maîtrise de l'eau. Eh bien, nous investissons dans l'agriculture, nous créons des centaines de milliers d'emplois. Eh bien, nous freinons considérablement l'exode massif vers l'Est. Et à partir de ce moment, les négociations se poursuivent et on trouve un compromis et on organise le retour, opération retour. Ceux qui vivent en République dominicaine commencent à retourner chez eux progressivement et nous investissons dans l'industrie touristique, dans l'industrie de la construction, dans l'agriculture. À partir de ce moment, les jeunes qui vont en République dominicaine pour travailler dans l'agriculture, dans la construction, ou bien pour y étudier, eh bien ces jeunes-là vont rester chez eux. Et c'est valable aussi pour les rapports entre Haïti et d'autres pays de la Caraïbe. Le problème haïtiano-dominicain est un problème fondamentalement économique. Mais quand ces genres de problèmes se posent, eh bien, on ne peut les résoudre ni au niveau social ni au niveau économique, c'est au niveau politique. Il s'agit d'une question de vision, d'une question de plan et de programme. Donc si nous voulons réduire, diminuer cette situation de tension qui existe entre Haïti et la République dominicaine, eh bien, nous devons faire en sorte de créer une société d'inclusion et de créer des centaines de milliers d'emplois sur une courte période de temps, dans l'agriculture notamment, l'industrie agroalimentaire, afin de pouvoir capter une large part des ressources que nous envoie la diaspora, plus de 2 milliards de dollars par année. Et qu'est-ce que nous faisons avec cet argent? Eh bien, nous achetons des produits agroalimentaires, agricoles et agroalimentaires venant de la République dominicaine. Donc, il faut capter une large part de ces ressources et en même temps, il faut refonder notre système éducatif. Parce que nous parlons d'une question d'oisiveté, pour ne pas parler de chômage. Eh bien, mais nous ignorons qu'il y a des gens, des Dominicains, des Honduriens, des Philippins, des gens de l'Asie du Sud-Est qui viennent en Haïti pour y travailler. Parce qu'il existe des machines complexes et que les techniciens haïtiens n'arrivent pas à manipuler. Donc c'est une question de formation et en outre, on va créer une banque de développement agro-industriel, faciliter l'accès au crédit et à partir de ce moment, on va promouvoir la création de micro, petites et moyennes entreprises. On ne pourra résoudre le problème haïtiano-dominicain que sur la base qu'à partir d'une vision politique claire et en fonction d'une politique économique et efficace et efficiente, facilitant en quelque sorte le développement du pays. Parce que c'est un problème qui ne se pose pas, qui ne date pas d'aujourd'hui. Dès 1912, on avait constaté l'échec du système haïtien et dès 1912, on avait déjà retrouvé les premiers contingents de travailleurs haïtiens sur l'implantation de l'United Fruit à Cuba. Avec, sous l'occupation, les Américains considéraient Cuba et la République dominicaine comme des exutoires parce que la surpopulation d'Haïti était telle que, pour les Américains, cette surpopulation dépassait la capacité productive du pays. Il va falloir gérer cette histoire de croissance démographique. Il faut gérer cela, planning familial et tout, etc. Mais dès les années 1959, avec la révolution cubaine, les investisseurs américains se sont installés en République dominicaine. À partir de ce moment, les Haïtiens continuaient à se diriger vers la République dominicaine. Il faut créer et renforcer
une dynamique de développement capitaliste en Haïti. Avec la pénétration du capitalisme en Haïti, eh bien, les gens vont rester chez eux. Pourquoi? Parce qu'il existe des rapports étroits entre le capital et la main-d'œuvre. Si on n'investit pas en Haïti, eh bien, si on investit en République dominicaine ou bien aux Bahamas, aux îles Tek and Caicos, les Haïtiennes et les Haïtiens vont se diriger vers ces pays. Mais si on crée les conditions nécessaires aux investissements massifs de capitaux, les gens vont rester chez eux. Donc, il faut comprendre les rapports d'interdépendance complexes et dynamiques entre politique, économie et société pour résoudre ce problème. Eh bien, et les Haïtiennes et les Haïtiens doivent savoir que les problèmes auxquels fait face Haïti ne peuvent être résolus que par la science et la technique. Donc, nous devons travailler à l'émergence d'une société moderne reposant sur la raison, la science, la technique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et la culture en général. Restons dans le chapitre diplomatie, coopération. On sait qu'aujourd'hui, le programme Petro-Caribé est comme une vache à lait pour l'État haïtien. Sauveur Pierre-Étienne, arrivé au pouvoir, comment allez-vous appliquer ce programme, l'argent Petro-Caribé, vers quel domaine vous allez le canaliser? Je vais réduire considérablement cette dépendance par rapport à l'aide internationale. Et cette histoire d'État paria vivant de la mendicité internationale, eh bien, ça va devoir prendre fin sous la présidence de Sauveur Pierre-Étienne. Vous allez mettre un terme à ce programme? Ah oui, très rapidement. Nous allons convoquer les États généraux de la nation, trouver un consensus, le compromis historique nécessaire au niveau des élites pour doter le régime en place d'une très grande légitimité. Et à partir de cela, on va négocier avec la communauté internationale, avec surtout les États-Unis d'Amérique, en vue d'exploiter nos ressources naturelles. Je ne vais pas vous apprendre qu'Haïti dispose de nombreuses mines d'or, des mines de cuivre, de zinc, d'argent, de nickel, d'uranium, etc. Et nous disposons d'une qualité de marbre très supérieure. Et bien, à partir de ce moment, on va exploiter nos ressources sur la base d'un pacte intergénérationnel. Il faut exploiter ces ressources non seulement pour améliorer les conditions matérielles d'existence des paysannes, des paysans, des gens des bidonvilles, des ghettos, et des classes moyennes, mais il faut faire en sorte que les gens du secteur privé puissent s'enrichir, puissent devenir très riches. Mais on va, sur la base d'une politique fiscale, eh bien, on va devoir partager cette richesse. À partir de ce moment, eh bien, Haïti va devenir un pays moderne. Mais, nous parlons du pacte intergénérationnel, nous devons exploiter ces ressources, ces richesses, ces ressources naturelles, non seulement pour les générations actuelles, mais également pour les générations futures, ceux qui vont naître dans 50 ans, dans 100 ans, etc. Un pays aussi riche, eh bien, ne peut pas accepter le fait que, eh bien, ses habitants soient aussi pauvres. C'est inacceptable. Alors, permettez, professeur, vous pensez qu'un mandat quinquennal est possible, suffit pour l'exploitation de nos richesses et supprimer d'un coup le programme Petro-Caribé? L'État dispose de deux monopoles, celui de la violence physique légitime et celui de la fiscalité. Il y a un troisième monopole dont dispose l'État et que de nombreux politologues ignorent, c'est celui du crédit. Donc, avec la convocation des États généraux de la nation, avec l'élaboration d'une nouvelle constitution permettant aux Haïtiennes et aux Haïtiens de la diaspora de jouir de leurs droits civils et politiques, c'est-à-dire d'être des citoyennes et des citoyens à part entière, à partir de ce moment, eh bien, on va voir qu'on va trouver le compromis, le consensus nécessaire pour négocier. Négocier avec la communauté internationale et, sur la base du monopole du crédit de l'État, trouver les 100 milliards de dollars nécessaires eh bien, pour hisser Haïti au diapason des nations sœurs de la Caraïbe sur une période de 25 ans. Donc, à partir du monopole du crédit, il n'y a aucun problème. Parce que nous avons des ressources naturelles. Il faut savoir avec qui négocier pour exploiter ces ressources. Ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est une hyperpuissance. Nous n'avons pas fait des États-Unis ce qu'ils sont. Une hyperpuissance. Il faut négocier avec les grands. On n'a pas le choix.
L'enveloppe budgétaire de Sauveur Pierre-Étienne, de l'administration Étienne, est de combien? Si vous avez déjà élaboré un budget. Oui. 7 fois celui dont nous disposons actuellement. Plus de 2 milliards de dollars, ça va passer à 18 milliards de dollars. Et sur quelle base? Et on n'a pas besoin d'être un grand fiscaliste pour savoir que si l'État haïtien doit collecter 100 gourdes par an, difficilement l'État arrive à collecter 12 gourdes et rarement 13 gourdes chaque année. Donc il y a 88 gourdes, parfois 87 gourdes qui vont dans les poches des corrupteurs et des corrompus. Sauveur Pierre-Étienne, président de la République, l'État va pouvoir collecter chaque année 80 gourdes sur 100 gourdes. Bon. Les malfrats vont pouvoir toujours détourner 10 gourdes, 15 gourdes, 20 gourdes. Avec 80 gourdes, on multiplie le budget par 7, par 8. On résout ce problème. En outre, avec l'exploitation de nos ressources naturelles, eh bien, l'État va pouvoir trouver les ressources dont il a besoin, non seulement pour payer ses fonctionnaires, budget de fonctionnement, mais aussi pour les grands travaux d'infrastructure, budget d'investissement. Avec Sauveur Pierre-Étienne, président de la République, l'État haïtien va cesser d'être un État paria vivant de la mendicité internationale. Très souvent, c'est une question de vision. On peut s'attendre à une croissance à 2 chiffres. Croissance à 2 chiffres, mais j'ai un problème. C'est par des formations professionnelles, comme sociologue, comme spécialiste en sciences du développement. Et très souvent, nous avons une approche quantitative du développement. Ce qui m'intéresse, c'est l'amélioration des conditions d'existence des paysannes et des paysans, et des gens des ghettos vivant dans les bidonvilles. Parce qu'on peut avoir une croissance à 2 chiffres, jusqu'à 15% si vous voulez. Mais la richesse peut toujours se concentrer dans les mains d'un petit groupe, de l'oligarchie. C'est comment répartir cette richesse afin que le fils du paysan, l'individu qui vit dans un bidonville, dans un ghetto, puisse avoir les mêmes opportunités que le fils de Georges Allen et de Sauveur Pierre-Étienne. C'est la répartition de la richesse qui nous intéresse et cela ne peut se mesurer qu'à travers l'amélioration des conditions matérielles d'existence des couches défavorisées et cela passe obligatoirement par la déconcentration, la décentralisation, parce que l'avenir d'Haïti repose sur la modernisation du monde rural haïtien. Et à partir de cette modernisation du monde rural haïtien, eh bien, on va organiser l'opération retour. Les gens qui crèvent de faim dans les bidonvilles vont pouvoir retourner au niveau des habitations et des sections communales. À partir de ce moment, on va sauver la République de Port-au-Prince, on va construire la République d'Haïti. Quelques petites questions assez courtes pour des réponses courtes, parce qu'on doit mettre un terme à l'émission. Sauveur Pierre-Étienne, avec Sauveur Pierre-Étienne arrivé au pouvoir, est-ce qu'on peut s'attendre à la rupture totale ou à une mi-continuité, si vous permettez, ou une mi-rupture? Rupture totale. Rupture totale. Dans un cadre légal, naturellement, institutionnel, avec la convocation des États généraux de la nation, une nouvelle constitution, l'ajustement de salaire pour tous les employés gagnant moins de 30 000 gourdes le mois. Avec Sauveur Pierre-Étienne, président de la République, eh bien, on ne va pas accepter le fait qu'un professeur puisse passer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien, sans avoir touché son salaire. En outre, on va régulariser le statut des gens qui enseignent. Les gens enseignent, ils doivent gagner un salaire décent et, en outre, la formation continue. On ne va procéder à la révocation d'aucun professeur. Mais nous savons tous que quand nous parlons d'éducation, ce n'est pas une simple question de quantité. C'est la qualité qui compte. Et la qualité de l'éducation repose sur la formation des maîtres. On va retourner avec l'Institut pédagogique national, avec cette histoire d'école normale et supérieure et primaire, etc. On va devoir former nos professeurs, tant au niveau de la formation professionnelle et technique. École professionnelle et technique. Mais qui forme nos formateurs au niveau des écoles de formation professionnelle et technique? Donc, l'éducation va avoir une place de choix, mais c'est la sécurité, parce que sans la sécurité, l'éducation ne vaut rien, et surtout le boulot, parce que le travail, c'est la dignité. Et les gens doivent travailler de manière à pouvoir s'occuper de leurs enfants, à pouvoir se bâtir une carrière. Comment?
pour disposer de policiers, alors que Magloire l'avait fait, cité militaire. Est-ce qu'on va construire des villages, des cités pour nos policiers, pour nos travailleurs? Est-ce qu'on va construire des villages dans nos sections communales, etc., afin de pouvoir faciliter l'accès à l'électricité, à l'eau potable, à nos concitoyennes et concitoyens? Donc, quand nous parlons de l'État, nous avons une vision très moderne de cette macrostructure. Un État moderne, aucun État moderne, et encore moins un État de droit démocratique, ne peut accepter que des gens, la majorité de la population, vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, avec Sauveur Pierre-Étienne au pouvoir, non seulement c'est la modernisation de l'État sur le plan politique, mais c'est la modernisation économique et sociale, parce que un pays qui a fait 1804 ne peut accepter le fait que la société haïtienne puisse reposer fondamentalement sur la domesticité. Or, la domesticité, c'est de l'esclavage moderne. Nous critiquons les Dominicains, mais quand ils nous disent que pourquoi donner des papiers d'identité aux Haïtiennes et aux Haïtiens, bon, l'État haïtien ne l'a pas fait, et c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui naissent, qui grandissent et qui meurent sans que l'État n'ait su quoi que ce soit de leur existence. Il faut résoudre ce problème. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation à l'Arcahaïet? Est-ce que vous êtes pour un retrait du décret présidentiel qui a créé de nouvelles communes? Le président Martelly doit le faire vite et bien. Si le sang continue à couler du côté de l'Arcahaïet ou bien du côté de Fondé-Blanc Côte de Fer, eh bien, le président Martelly va devoir répondre devant ses juges naturels. Sauveur Pierre-Étienne, président de la République, eh bien, on va parler de gouvernance locale, où les citoyens seront consultés, les autorités locales seront consultées. Un président de la République ne peut pas se permettre, d'ailleurs, il avait bien dit qu'il allait prendre un seul décret, le décret électoral. Maintenant, le président décide de prendre des décrets, et des décrets portant atteinte non seulement à la dignité humaine, mais à la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc, cela est tout simplement inacceptable. Le président Martelly doit savoir que dans le cadre d'un régime républicain, eh bien, le président de la République, il n'est pas au-dessus de la loi. Eh bien, c'est la République des pairs, la République des égaux. Eh bien, si des gens meurent, si on continue à incendier des autobus, des véhicules, etc., le président Martelly et ses conseillers vont devoir en assumer l'entière responsabilité. Combien coûte la campagne électorale de Sauveur Pierre-Étienne? C'est très difficile d'évaluer le coût de la campagne électorale de Sauveur Pierre-Étienne, parce que qui dit politique dit mobilisation de ressources humaines, ressources matérielles et ressources financières. Ressources matérielles et financières, on peut les évaluer, mais dans le cadre des ressources naturelles. Donc, je n'ai pas besoin autant d'argent que les autres candidats. Avec 3 millions de dollars américains, je peux et je vais facilement parcourir tous les départements. Parcourir tous les départements, parce que c'est une question de structure également. L'OPL est présente sur toutes les habitations, dans toutes les sections communales, dans toutes les communes. Donc, cela me donne une très large avance sur les autres candidats, parce qu'il existe des candidats sans parti et des partis sans candidats. Nous autres de l'OPL, nous avons l'opportunité de disposer d'un parti moderne, démocratique et populaire, d'un parti structuré et bien organisé, et nous disposons d'une vision, d'un plan et d'un programme, et les gens adorent l'OPL pour cela. Et puis, avec cette histoire de 33, c'est le côté mystique de l'affaire, l'âge du Christ. Mon yo dit 33 pas rêvé, c'est battre tambour et puis dérabesse. Tout le monde a son petit côté mystique. Et Sauveur Pierre-Étienne, une dernière question. Comment évaluez-vous, à combien évaluez-vous vos chances de gagner? Non. De remporter les élections? Ce n'est pas une question de chance de gagner. Il y avait 4 candidats à la présidence. Maintenant, il n'y en a que 2. Parce qu'il y avait... Il y avait 4. Oui, il y avait l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte, un candidat de poids. Eh bien, on l'a sorti, je ne sais pas, bon, c'est son problème avec les institutions de son pays. Il y avait un autre candidat qui allait représenter les universités privées, le professeur Jacques Lemarque. Donc là encore, ça allait être un véritable choc de titre, parce que Sauveur Pierre-Étienne représentait l'Université d'État d'Haïti, et maintenant, je représente à la fois les universités privées et l'Université d'État d'Haïti. Eh bien,
S'il y avait 4 candidats au départ, maintenant, il n'en reste que 2. C'est Sauveur Pierre-Etienne et les autres. Et voilà, merci professeur Sauveur Pierre-Etienne. C'était un plaisir pour nous ce matin de vous avoir accueilli à l'espace de cette émission. C'est un plaisir partagé. J'espère qu'après le 7 février 2016, vous allez me recevoir en tant que président de la République. Et je vous en remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le professeur Sauveur Pierre-Etienne, candidat à la présidence sous la bannière du parti OPL, Organisation du Peuple en lutte. Restez branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.